Jean-Jacques, Bien, ben, bah, oui, voilà. bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à tout le monde, moi ça va. Bon, ben, j'explique deux choses parce que ça peut intéresser certains. Bon, pourquoi ça a marché maintenant du premier coup sans problème? Parce que j'ai employé mon PC et mon casque. D'accord. Alors que, alors qu'avant, j'employais mon GSM et j'ai découvert tout à l'heure en regardant bien, en comparant les deux, que l'écran de mon GSM était tronqué et donc je ne voyais pas le bouton Le micro. comment, pour le micro. Ok. Merci. Alors déjà, c'est trop, trop bien. Ouais, Donc, ouais. voilà. Alors ça c'est une chose que je voulais dire. Alors une deuxième, directement ensuite de la discussion que vous venez d'avoir, il faut savoir que l'accroissement de la dette américaine actuellement, en 3 4 mois, c'est l'équivalent de la valeur de tous les bitcoins actuels. Ok. Bon. Ça donne des ordres de grandeur de tout en disant ça. Ouais, non, mais c'est énorme. Moi, je me rappelle d'un graphique qui montrait l'inflation monétaire, l'émission monétaire du dollar pendant le Covid. Et en fait, ils expliquaient qu'on avait émis plus de dollars au moment de la crise Covid que depuis la création du dollar il y a 200 ans. Tu vois, donc c'est. Oui, c'est vrai aussi ça. Tu te rappelles de ce graphique? Moi, je me rappelle, il m'avait choqué. Alors, on va mettre un peu de contexte, Jean-Jacques, si tu veux, et puis ensuite, on va reprendre nos discussions passionnantes. Alors, Jean-Jacques, tu étais venu il y a 2 semaines dans GMMVX, et Oui. pour des raisons techniques sur lesquelles on ne reviendra pas, on a compris, il y avait eu des petits problèmes. Malheureusement, on n'avait pas pu continuer et encore moins terminer. Et donc, je t'ai demandé si tu acceptais de revenir. Tu as accepté tout de suite, et c'est donc ce matin. Alors, je te fais une petite présentation, Jean-Jacques, puisque tu vas pas refaire celle que tu avais faite la dernière fois, qui était passionnante et dont on s'est pas encore remis d'ailleurs, mais tu es cryptographe de formation, tu as travaillé au sein de nombreux groupes de travail, d'institutions et de centres de recherche en Allemagne, en Hollande, etc. Tu es nommé dans le white paper de Satoshi Nakamoto, notamment sur tes travaux sur le timestamp, je crois. Oui, oui, Voilà. oui. Tu es également professeur émérite à l'école polytechnique de Louvain et en plus tu es quelqu'un de très sympathique. Et ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Donc c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Alors, je ne sais plus exactement où on s'était arrêté la dernière fois. Est-ce que toi, Mais tu... moi non plus. Non, alors c'est pas Non, moi grave. je sais pas. En fait, j'ai continué à parler Ouais. et vraisemblablement vous m'attendiez pas. Non, c'est vrai qu'on t'entendait pas. Alors, en gros, moi, je me rappelle qu'on avait quand même pas mal de questions qui restaient un peu en suspens. On avait parlé, je crois, le dernier sujet qu'on avait évoqué, c'était concernant les puces sur lesquelles tu avais travaillé. Donc ça, on en avait parlé pas mal. Donc, je pense que cette question-là, on peut la passer. Ensuite, moi, j'avais d'autres questions et après, j'invite tout le monde. On va le faire de façon très collégiale, si vous voulez bien. Donc, que ce soit en commentaire, que ce soit là, les personnes qui ont la parole et qui peuvent lever la main pour poser une question, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question pour lancer un peu le sujet. On va parler, si tu veux bien, cybersécurité, notamment sur le web. Et Oui. j'aimerais avoir ton avis puisque tu es quelqu'un qui est dans le game depuis très longtemps, sans te faire offense, à chaque fois, je vais te demander ton avis sur ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout sur l'évolution. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, comment la technologie blockchain contribue à renforcer justement la sécurité dans le Web3 et quel rôle pour la cryptographie dans cette dynamique et sans doute as-tu travaillé sur le sujet. Je te laisse nous parler un peu cybersécurité. Oui, ben la cybersécurité, ça évolue très fort. Et bon, d'abord parce que globalement, ça se professionnalise de plus en plus. Bon, c'est pas récent, mais si on parle maintenant allez, de tout ce que j'ai vécu depuis le début jusque maintenant, parce que j'ai pratiquement vécu toute cette période-là. Au départ, c'était plutôt, je dirais, de l'amateurisme ou des gags ou même des erreurs. Maintenant, aujourd'hui, c'est des organisations terribles, que ce soit chinoises,
de la Corée du Nord ou russe et encore d'autres. Hein, enfin, c'est quand même le principal. Iranien aussi. Et donc, le fait que ça se professionnalise, ça change tout parce que ça veut dire qu'on a ceux-là ont beaucoup de moyens et faut pas oublier non plus les services secrets, les gouvernements. Et donc, on a un domaine énorme où finalement les pros du départ, qui étaient les services secrets, ont, sans le vouloir, donné pas mal de connaissances, de logiciels même, par des fuites, par des rétro-ingénieries, etc. Donc on est aujourd'hui dans un domaine extrêmement, et on n'a pas encore tout vu, loin de là, et on parle pas de tout. On est donc dans un domaine où ça se passe pas trop bien et ça va même, à mon avis, s'aggraver. Pourquoi? Parce que les petites sociétés, les PME, etc., ne prennent pas ça en compte suffisamment ou mettent en priorité autre part. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a l'arrivée de plus en plus certaine, évidemment, de l'intelligence artificielle, qui est aussi utilisée, et ce n'est que le début, pour faire des attaques. Bien entendu, on peut aussi employer ça pour contrer les attaques. Donc, c'est toujours gendarmes et voleurs, ou cow-boys indiens, si vous voulez. Mais le champ de bataille ici est devenu vraiment très grand. Et donc, on peut craindre à un moment donné l'une ou l'autre catastrophe. Bah, bien sûr, d'autre part, de plus en plus de sociétés, de pays imaginent effectivement que le cyberespace est aussi un endroit où se passent les sabotages, la guerre, etc. Bon, il y a encore un autre point un peu plus subtil et qui, lui, n'est pas certain, c'est l'éventuelle arrivée des ordinateurs quantiques universels, pardon, c'est-à-dire ceux qui permettraient, par exemple, de casser les codes secrets, les algorithmes cryptographiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc là, Alors, concrètement, et je te laisse continuer, mais en oui, vrai, oui, oui, non, oui, mais allez, oui. Jean-Jacques, d'abord, pardon, mais je peux pas ne pas le dire. En fait, j'ai même pas besoin de tes réponses, elles sont tellement structurées. Elles sont, franchement, je kiffe, je bois du petit lait. Et alors, on va parler donc évidemment du quantique, c'est important. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, la cryptographie, elle passe par un système de chiffrage de l'information. Et en fait, les systèmes de chiffrage, en fait, ils ont évolué avec le temps. En fait, en gros, dès que l'un est déchiffré, eh ben, on en invente un nouveau, tu vois, qui est encore plus puissant. Et donc là, le risque des ordinateurs quantiques, qui vont permettre de faire plein de tâches en même temps, je simplifie à mort hein, pour les newbies de chez Newbie, eh bien, le risque, c'est qu'ils arrivent à casser justement eh bien, les solutions de chiffrement, les algorithmes de chiffrement qui existent aujourd'hui. Et donc, je te laisse continuer là-dessus. Oui, d'accord. Alors, je vais peut-être un peu détailler ça parce que bon, c'est un phénomène donc dont on parle beaucoup depuis bientôt 10 ans, un peu moins, euh, et c'est l'éventuelle arrivée donc de ces ordinateurs. Alors bon, on n'y est pas, hein, donc il faut bien être clair malgré tout ce qu'on lit dans la presse, on n'y est pas et on n'y est pas du tout parce que là une petite parenthèse, il y a une confusion énorme en ce qu'on appelle les qubits logiques et les qubits physiques. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire c'est la mémoire que l'on peut utiliser pour casser un algorithme. Là, je passe les détails. Et ce qu'il faut savoir, c'est que physique, c'est ce qui est réellement réalisé, et logique, c'est ce qu'on peut utiliser pour programmer. Et là, on est très loin dans le sens que loin du but. Donc aujourd'hui, le plus gros ordinateur quantique existant, c'est IBM, il a un peu plus de 1000 qubits physiques. Vous imaginez, donc c'est comme si on avait une RAM de 1000 bits, mais même pas, même pas.
en fait, malheureusement, il y a beaucoup de bruit, donc il faut mettre des très gros codes correcteurs d'erreur. Et donc, le nombre physique que l'on a, c'est peut-être 10, 20, 30, 50 maximum. Vous imaginez donc de quoi on parle, ce n'est qu'une image. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec une RAM de 50 bits? Bon, j'ai bien dit que c'était une image, bon. Et donc voilà, donc on a ça. Alors maintenant, il ne faut pas non plus croire que tout est cassé, ce n'est pas vrai. Il y a deux types d'algorithmes cryptographiques, en gros ceux qui sont basés sur des problèmes mathématiques et qui permettent de résoudre la sécurité pour distribuer les clés, pour faire la signature et des choses comme ça, pour faire des échanges de clés aussi. Et puis, il y a les algorithmes qui sont un peu plus sauvages, je dirais, qui sont les algorithmes effectivement de chiffrement et les fonctions de hachage. Alors, si on regarde par exemple Bitcoin, il y a un peu des deux. Bien sûr, le chaînage, la blockchain est basée sur une fonction de hachage. Eh bien, figurez-vous que malheureusement, si les fonctions, les ordinateurs quantiques universels apparaissent, eh bien, cette fonction de hachage est cassée. Bon, alors on emploie aussi une signature. C'est la signature, c'est basé sur les courbes elliptiques dans le cas de Bitcoin. Et là aussi, c'est le même problème, ce serait cassé. Pour employer le vocabulaire des autorités de normalisation américaines, ces algorithmes aujourd'hui sont obsolètes. Oui, j'ai bien dit. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont cassés pour ça pour l'instant, mais ça veut dire que dans le futur, ils pourraient être cassés et malheureusement, si vous enregistrez tout, il n'y a pas que pour Bitcoin évidemment, et que ce que vous avez enregistré par après, vous pouvez le casser, eh bien, vous pouvez éventuellement revenir en arrière, défaire les signatures ou les utiliser, etc. Et donc, ce dont je parle là, c'est un vrai problème pour le futur de Bitcoin et Satoshi Nakamoto l'avait prévu. Il a une phrase quelque part où il dit qu'il faudra bien surveiller ça et faire évoluer et que les logiciels et les algorithmes qu'il a donnés ne sont que des exemples. Bon, voilà. Alors, donc, vous voyez que le problème. Alors, oui, il y a encore un algorithme qui est utilisé dans le cadre de Bitcoin. C'est l'algorithme qui permet de passer de votre clé comment à votre numéro de compte en quelque sorte. Là on emploie RIP-MD 160. Et là, on peut dire que c'est limite, et même à la base, c'est déjà cassé aussi. Voilà, encore une autre évolution qu'il faudra faire dans pas trop longtemps. C'est beaucoup de boulot quand on voit que tout ce qui s'est passé déjà pour Bitcoin, pour changer un peu, pour passer à la signature de Schnorr en courbe elliptique, pour utiliser un petit peu mieux l'espace. Donc, vous voyez, la cryptographie est très centrale dans tout ce dont on parle. Bien sûr, ça permet surtout de renforcer, c'est en quelque sorte les boulons et les rivets de l'ensemble. Bon, alors voilà, donc ça c'est une chose que je voulais vous expliquer. Euh, et si on met tout ensemble, le futur de la cryptographie, l'intelligence artificielle, la professionnalisation, on voit que on doit bien réfléchir et que tout doit être bien protégé. Et c'est ce qu'on constate. On constate aujourd'hui que plein de sites d'identité sont volés, que la plupart des sites qui éventuellement stockeraient des informations, des tokens, etc., se font pirater.
Et je connais quelques exemples où les gens ne se plaignent pas parce que ce sont au départ des petites sommes, mais comme on les vole, je dirais, à un rythme éventuellement assez effrayant un peu partout, les pirates deviennent très riches et les volets, de temps en temps, ne s'en rendent compte que bien trop tard. Bon, donc voilà, ça c'est, je ne sais pas si je réponds Si, complètement si, à votre question. parfaitement, et je te laisse dérouler parce qu'à chaque phrase que tu dis, j'apprends quelque chose et je trouve ça passionnant. Est-ce que, Foudre, tu veux peut-être reprendre un petit peu sur la partie cybersécurité, ou est-ce que ça a été complet et dans ce cas-là, tu veux passer à ta question? Non, c'était très complet. Donc, déjà, bonjour Jean-Jacques, merci d'être là. Bonjour. T'étais content Juste, qu'on reçoive oui, en Jean-Jacques, fait, ouais. justement, bien sûr, parce que moi, j'adore, comment dire, rechercher un peu comment fonctionne la cryptographie. J'ai écrit pas mal d'articles là-dessus. Et justement, quand vous parliez de l'algorithmique quantique, je voulais parler de l'algorithme de Shor, en fait, qui permettrait potentiellement de casser la cryptographie RSA. Et du coup, moi, j'avais une autre question qui est quelque chose qui est très peu compris et connu, je trouve, dans notre milieu. C'est à quel point le, le problème qu'on appelle le P égale NP est important et casserait complètement en fait toute la cryptographie d'aujourd'hui. Oui, Donc, oui, oui, oui. donc, si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, je serais Oui, très heureux. tout à fait. Mais je vais d'abord lever une ambiguïté parce que j'ai parlé de Schnorr, mais Schnorr, effectivement, il a fait pas mal de choses. Donc, il a fait un schéma de signature qui est celui qui maintenant remplace le schéma initial donc dans Bitcoin. Et alors aussi, et là je vais en parler quand même un tout petit peu, il a imaginé un algorithme effectivement qui fonctionnerait normalement sur des ordinateurs classiques pour casser le RSA, qui n'est donc pas utilisé par Bitcoin, mais qui est utilisé sur Internet. C'est sans doute l'algorithme le plus utilisé sur Internet. Il est utilisé dans les passeports. Il y a des puces dans les passeports. Ben, c'est souvent le RSA qui est utilisé, sauf en Allemagne. Bon, ben, Schnorr est allemand. Et donc, il y a pas mal de bruit. Je connais très bien personnellement Schnorr. Il a fait pas mal d'erreurs dans sa vie. Il a eu beaucoup de bonnes idées aussi. Bon, l'algorithme de factorisation, il l'a publié plusieurs fois avec des corrections. La première fois qu'il l'a publié, c'était, je ne sais pas dire la date exacte, mais c'est quand même au moins 6-7 ans. À mon avis, c'est 6-7 ans, oui, c'est ça. Et j'étais là quand il a fait son exposé, et avec d'autres, on s'est regardé et on a dit, ben non, son algorithme ne peut pas marcher. Et lui avait testé effectivement son algorithme sur des petits nombres, mais ça c'est très dangereux. Je dirais que pas mal d'idées qui marchent sur des petits nombres, et dès on extrapole, eh bien, on est très surpris. Alors donc, on va parler avec Schnorr, on lui dit ça, bon, et là on constate, et je fais presque le lien avec la deuxième partie, on constate que Schnorr, bon, c'est un très bon mathématicien, c'est un très bon cryptologue, mais c'est pas quelqu'un qui connaît bien l'algorithmique et c'est pas quelqu'un non plus qui connaît bien l'usage des ordinateurs. Et donc, en fait, pour être très clair, il s'est planté. Il a publié un deuxième article plus récemment qui a à nouveau fait du bruit. Là, notamment parce qu'il a vu son nom, il a écrit noir sur blanc que son article cassait le RSA de façon irrémédiable. Et bon, c'est vrai qu'il avait un peu amélioré son idée, c'est pas le problème. Et là, effectivement, il s'est de nouveau planté et on attend toujours ces corrections. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cet article-là a été utilisé assez récemment et ça a fait du bruit par des chercheurs chinois qui ont dit si on empêche Schnorr avec un ordinateur quantique, même assez élémentaire, rudimentaire,
Eh bien, le RSA est cassé et en fait, c'était tout à fait faux de nouveau, puisque les Chinois reprenaient les exemples de Schnorr, qui sont tout petits, et même là, ils n'y arrivaient pas. Donc, la problématique de casser le RSA, quelque chose qui est qui vient souvent à l'ordre du jour. Je connais entre 7 et 10 groupes ou personnes qui prétendent avoir une idée qui permettrait de le casser. Certains ont déjà annoncé ça et ce sont des grands noms. Un nom, par exemple, c'est Ivo de Smet. Comment et puis après, ils disent, ah non, je me suis planté, je croyais que tel algorithme fonctionnait comme ça, mais c'est pas vrai, ce n'est que dans des cas particuliers, etc. Donc là, il faut bien voir que il y a plein d'annonces et ce ne sont pas des annonces journalistiques, hein, ce sont des annonces qui sont faites sur des réseaux de chercheurs, qui sont publiées sous forme de preprint, mais qui n'ont pas été reviewées, etc. Et donc, on a l'impression que ça casse. Alors, il faut quand même bien voir quelque chose, c'est que l'origine de pas mal de ces bruits vient de ceci. C'est connu, c'est public, mais pas vraiment. Il y a une petite dizaine d'années, il y a eu un colloque secret en Californie, organisé, tenez-vous bien, par la NSA, donc service secret américain, et ils avaient convoqué 20 personnes de, comment, de services secrets américains d'un peu partout et 20 chercheurs et industriels. Donc ça veut dire que comment Intel était là, Microsoft était là et d'autres, et ils avaient invité 3 Européens, dont moi. Et donc pendant 2 jours, on a discuté. Le titre de la conférence était que se passerait-il si le RSA était cassé? C'était un peu avant effectivement l'annonce du fait qu'on allait devoir faire des algorithmes post-quantiques pour résister aux ordinateurs quantiques. Et de mon point de vue, c'était sans doute un des colloques de préparation pour cette annonce. Alors là, on a appris pas mal de choses. Sans que ce soit très révolutionnaire. Donc, il y a comment Diffie-Hellman était là et d'autres personnes du même niveau. Et donc, on a fait l'état des lieux et on a appris que, par exemple, à l'époque, donc c'était Windows 7, ils avaient fait un bilan, ils avaient regardé partout où ils employaient de la cryptographie, et dans Windows 7, il y avait 60, oui j'ai bien dit, 60 endroits où ils employaient la cryptographie et ils ne savaient pas pourquoi. Ils n'avaient pas trouvé. Donc ça veut dire que s'il fallait remplacer les algorithmes qui étaient utilisés parce qu'ils étaient cassés, ben, ils ne savaient pas comment le faire ce remplacement. Donc ça ne veut pas dire que nécessairement tout allait foirer, mais ça veut dire que voilà un peu l'état de l'art, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, de la façon dont on fait des operating systems de façon sécurisée. Bon, oui, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui ne servent plus à rien, il y a des choses qui ne sont pas bien documentées. Et celui qui a raconté ça, c'était un des responsables de Microsoft. On a appris d'autres choses aussi qui sont absolument effrayantes. C'est un tel là qui a dit, vous savez, nous, pour nos puces, quand on fait des mises à jour des microprogrammes qui sont à l'intérieur des puces, il y a une signature RSA qui vérifie tout. Et si la signature est bonne, alors à ce moment-là, on applique la modification, l'update, autrement, ben, on n'accepte pas. Alors, bon, ben, vous savez que les puces qui sont Intel, qui sont un peu anciennes, bon,
dans votre portable, ce n'est pas le cas, bien sûr, vraisemblablement, mais dans l'industrie, il y a beaucoup d'endroits où dans même l'aviation, il y a beaucoup d'endroits où les puces sont censées être utilisées pendant 20 à 40 ans. Eh bien, les signatures RSA, c'était 512 bits. Alors, ça veut dire quoi 512 bits? Ça veut dire que sur la plupart des portables d'aujourd'hui, qui utilisent les puces d'aujourd'hui d'Intel, on est capable de les factoriser. Donc, ça veut dire de casser et ça veut dire donc de produire des logiciels de mise à jour qui ne viendraient pas. Beaucoup sont encore en 1024 et les dernières sont sans doute à 2000 ou même 3000 s'ils sont conformes aux normes actuelles, ce qui évidemment là est beaucoup moins risqué. Donc voilà, donc ça veut dire quoi principalement? C'est qu'on emploie la cryptographie un peu comme une potion magique, mais sans nécessairement mettre à jour et sans savoir ce qui va se passer. Alors maintenant, pour revenir aux algorithmes post-quantiques, donc qui vont résister aux ordinateurs quantiques et pour lesquels il y a déjà plusieurs tentatives de normalisation, de standardisation, il faut bien voir que ces algorithmes n'ont pas nécessairement les mêmes caractéristiques que les anciens qui sont censés remplacer. Par exemple, ils vont prendre plus de place, ils vont être plus rapides, ils ont besoin de plus de mémoire, des clés sont beaucoup plus grandes, enfin, etc. Donc les caractéristiques, ils vont être à l'étroit dans certains endroits, dans d'autres endroits, il y aura beaucoup trop de place, et puis les durées vont changer. Donc ça veut dire qu'on va devoir, et on est en train de le faire en partie, changer certains types de protocoles pour éviter des nouveaux problèmes. Alors, il faut bien voir aussi, dernier point sur ce sujet-là, qu'il n'est pas vrai de dire que tous les algorithmes sont cassés. Parce qu'en en fait, loin de là. Le chiffrement, donc ce qu'on emploie aujourd'hui, c'est principalement l'AES 128. Ben oui, lui si les ordinateurs quantiques arrivent, il existe un algorithme, ça s'appelle l'algorithme de Grover, qui permettrait de casser, de trouver la clé secrète. Il faut déjà avoir certains moyens, mais enfin, c'est pas impossible. Et ben, le problème, il est simple. Il suffit de doubler la longueur de la clé et le problème est résolu. L'ordinateur quantique du futur est complètement mis hors course. C'est la même chose pour les fonctions de hachage. Donc, ce qui est utilisé par Bitcoin, par exemple. Bon, SHA-256, hein, ce qui est utilisé aujourd'hui la plupart du temps, ça deviendrait un peu juste. Et donc, on devrait passer à 384 ou 512. Tout ça existe, tout ça est bien testé, tout ça est bien. euh, Évidemment, ça prend un peu plus de place. Éventuellement, un certain nombre de protocoles pourraient avoir des difficultés ou, en tout cas, devraient être négociés. Parce que le problème qui reste évidemment, c'est la compatibilité avec le passé. On ne peut pas tout changer en une fois. Il faut garder le passé, le présent et être compatible avec ce qui est prévu pour le futur. Et on va introduire aussi, par cette flexibilité, vraisemblablement pas mal de problèmes et de vulnérabilités nouvelles. Voilà, donc ça c'est ce que je voudrais dire. Alors maintenant, l'autre question, c'est P égale NP ou pas. Je vais être très provocateur et on s'en fout complètement. Euh, et je m'explique. En fait, la cryptographie n'a rien à voir. Ce qui se passe, c'est que comment, au début de la cryptographie civile, la recherche, donc c'est dans les années 70, 80, on a imaginé, si on emploie un problème NP, alors ça veut dire non polynomial, éventuellement complet, alors on a un algorithme qui est difficile à casser. Ben, c'est totalement ignorer la définition de ce que c'est NP. NP, ça veut simplement dire il existe au moins une instance d'un problème donné pour lequel
on ne va pas savoir trouver la solution en un temps polynomial. Donc ça veut dire, sous-entendu, exponentiel. La cryptographie n'a pas besoin d'un tel domaine. Elle a besoin que la plupart, pas un, mais la plupart des instances d'un problème donné sont difficiles à trouver. Donc c'est beaucoup plus fort en fait que ce qu'on dit là. Alors il faut bien voir aussi que tous les problèmes sur lesquels sont basés actuellement la cryptographie à clé publique, c'est-à-dire concrètement, je parle des anciens, le RSA, les courbes elliptiques, etc., sont basés sur des problèmes qu'on ne sait pas situer. On ne sait pas si c'est P ou NP. La factorisation, c'est un des rares algorithmes courants pour lequel on ne sait pas caractériser leur complexité. Donc ça montre bien, rien que par cet exemple, que P égale NP, P différent d'NP, ce n'est pas très important. Mais alors, admettons même maintenant que P égale NP. Alors, je vois déjà les titres des journaux, tout est cassé. Ça a déjà été publié plusieurs fois parce que y a, de temps en temps, au moins une fois par an, il y a un chercheur plus ou moins connu qui annonce ça. Il y a des gens il y a un observatoire informel de ça. Et en fait, il faut bien voir que si je trouve un algorithme qui, par rapport à l'entrée de n bits, j'ai besoin, c'est un exemple que je donne comme ça, de n exposant 300 d'instructions pour pouvoir le casser, pour trouver une instance. Ça c'est dans P, c'est dans le polynomial. Mais par contre, n exposant 300, même pour n égale 2, c'est un nombre colossal. Donc ça veut dire que si c'est le cas, si c'est la borne inférieure, c'est incassable. Donc ça veut dire que il ne suffit pas de dire P égale NP ou différent de NP, il faut surtout connaître quelle est la complexité, l'exposant de croissance, et aussi les constantes multiplicatives et autres. Donc en fait, c'est un sujet P est-il égal à NP très important en informatique théorique, en informatique pratique, en cryptographie appliquée, ça n'a presque aucune importance. Merci. Et voilà, donc ça, je crois que j'ai répondu à la question comme ça. Bah, on va demander à Foudre. Est-ce que, est-ce que Jean-Jacques a. Alors, je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris. Non, j'ai fait très attention, mais ça Non, prendrait beaucoup de mais c'est temps. normal. Il y a des éléments qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Mais vous savez quoi, les copains, même si vous arrivez à grappiller que 5% que ce qui est en train d'être dit, c'est déjà formidable. Est-ce que Foudre, ça répond à ta question? Et si tu veux continuer l'échange avec Jean-Jacques sur cette partie un peu tech, en essayant de la vulgariser, n'hésite pas. Et ensuite, je laisserai Arnaud poser ça ou ces questions. Oui, oui, très bien. Je voulais exactement ça en fait. C'était montrer que. Alors, je vais essayer de vous expliquer vite fait P égale NP de manière vulgarisée. C'est que on a d'un côté ce qu'on considère comme des problèmes qui sont faciles à résoudre et de l'autre côté des problèmes qui sont très difficiles à résoudre. Et en fait, dire que P égale NP, c'est un peu la même chose. Dire que prouver quelque chose qui est facile, ça veut dire qu'il est aussi facile à inverser. Par exemple, pour une fonction de hachage, tout le principe d'une fonction de hachage, c'est que on met des verrous mathématiques pour qu'elle ne soit pas inversable. Donc, par exemple, si on hache votre clé privée, ça soit quasiment impossible de revenir en arrière depuis le hash pour retrouver votre clé privée. Et en fait, dire que P égale NP, ça veut dire que si c'est facile de hacher une clé privée et de prouver que le hachage est bon, ça veut dire que c'est aussi facile en fait de l'inverser et de potentiellement la retrouver. Donc en fait, ça viendrait casser théoriquement en fait tous ces verrous mathématiques qui fonctionnent en général à l'aide du problème du logarithme discret, qui fait qu'on n'arrive pas à inverser tout ce qui est fonction de hachage, cryptographie, RSA qui fonctionne avec des chiffres, des factorisations de chiffres premiers. Donc voilà, donc c'est juste, imaginez-vous
cette chose-là, en fait, de casser tout ce qui est, en fait, de retourner tous les verrous mathématiques qu'on a inventés jusqu'alors. Et si théoriquement, si vous voulez, ça marche, en pratique, comme l'a dit Jean-Jacques, ça reste autre chose, très compliqué. Donc voilà. J'espère que c'était compréhensible, je suis pas sûr. Bah, disons que ça nécessiterait de pousser encore un peu plus, mais merci pour cet effort de simplification. Est-ce que tu as une autre question pour profites-en, ou est-ce que je laisse la main à Arnaud et après tu repasses après? Ouais, laisse la Allez, main à Arnaud et puis à la limite, je ça repasserai marche. Je après. précise également à tout le monde, hein, n'hésitez pas si vous avez. Alors, juste que Jean-Jacques, comme ça, je ne sais pas si tu lis les commentaires, c'est un peu fastidieux. Pour moi, c'est facile. Mais dans les commentaires, tout le monde loue la brillance de tes propos. Tout le monde dit que c'est hyper intéressant. Merci à Jean-Jacques pour ce moment. Merci, merci, hyper intéressant. Donc, tout le monde adore. Donc, Jean-Jacques, change pas, reste comme t'es. On passe maintenant à Arnaud. Je te laisse la parole, mon ami. Super. Jean-Jacques, vous m'entendez? Oui, Toujours là? Super. Euh, Jean-Jacques, moi je vais vous poser une question pour qu'on s'éloigne un peu de la technique, parce que déjà je suis pas un technicien comme vous. Néanmoins, je pense que ce que vous avez fait durant votre vie et la manière dont vous parlez de certains des problèmes que l'on s'apprête à rencontrer peut-être, je pense que vous partagez, et on partage, nous, qui sommes plus jeunes que vous, beaucoup d'idéaux. Et il y a beaucoup de personnes dans cette assemblée qui sont là parce que les idéaux de la cryptographie que Bitcoin a amené et qui sont censés être, continuer à être perdurés au travers des blockchains qui sont créés derrière, ce sont des idéaux qui nous attirent. Du coup, ma question, c'est, vous qui êtes un homme d'un certain âge, vous devez regarder le monde de demain et vous dire, oh putain, ils vont quand même avoir des sacrés problèmes. Si jamais là, vous pouviez partager à nous autres qui sommes plus jeunes et qui pourrions peut-être reprendre un peu votre flambeau d'une certaine manière, les problèmes qui, à vos yeux, vont être dangereux pour nous, ce seraient lesquels? À quoi il faut qu'on fasse gaffe, en fait? oui, c'est une très bonne question. Bon, il y a ce qu'il faut faire, c'est d'abord voir quels sont les buts qu'on veut avoir. Bon, disons que dans mon cas, moi j'ai essayé par mes travaux, par mes articles et encore aujourd'hui bien sûr, d'essayer de protéger et de promouvoir la démocratie et la protection de la vie privée, parce que les deux sont liés. Et l'outil de base pour ça, ben, c'est la cryptographie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a pas mal d'attaques fréquentes, répétées, pour cela, en employant différents motifs pour essayer d'affaiblir la cryptographie, parce que c'est un outil, comme pour tout, qui est à la fois comment pour le bien et pour le mal. Elle protège les citoyens, elle protège, quand c'est nécessaire, l'anonymat, mais elle protège aussi, bien sûr, les malfaiteurs et les pirates, et éventuellement, elle améliore les malwares ou les virus, etc. Donc, c'est un outil à double effet, comme presque tout dans la vie. Et donc, à mon avis, il faut faire très attention et bien comprendre cette balance et essayer qu'elle soit toujours du bon côté. Ça devient de plus en plus technique et donc, c'est pas toujours évident. Il faut écouter les experts et éventuellement avoir les bons combats. Alors, bon, de quoi je parle réellement? Ben, il faut savoir qu'il y a c'est partiel hein, ce que je dis là, je dirai autre chose après, qu'il y a un certain nombre d'États
qui aimeraient bien pouvoir écouter, donc ça veut dire casser la cryptographie, l'espionner, mettre des backdoors, etc. En France en particulier, en Grande-Bretagne aussi. Aux États-Unis, c'est plus compliqué. Alors, en France aussi, c'est plus compliqué. L'ANSSI, par exemple, a dit non, c'est pas admissible. Et par contre, la police a dit, ah, nous, on aimerait bien. Et donc, c'est des débats à avoir et il faut que la protection reste du bon côté. Il faut bien voir qu'en Australie, par exemple, ben là, et je parle pas de la Russie, etc. Ben là, en Australie, ben, on a perdu quelques batailles aussi. Et donc, si on veut garder dans le futur euh, une certaine indépendance, une certaine un certain exercice de citoyen et une bonne démocratie, on doit absolument protéger, dans le bon sens du terme, la vie privée et ça veut dire les outils qui vont avec. Et les outils qui vont avec, c'est la cybersécurité et la cryptographie. Donc ça c'est important. Alors, j'ai dit qu'il y avait autre chose. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Ben, c'est, je dirais en quelque sorte, la suite de blockchain et de Bitcoin, etc. Donc, le DAO, enfin, ça c'est mon point de vue. Donc, c'est tout ce qui est décentralisé et qui permettrait d'automatiser en quelque sorte euh, euh, certaines organisations, donc c'est les organisations autonomes décentralisées. Alors ça, c'est un outil dans lequel moi je crois beaucoup, mais pas tout seul. Je veux dire par là qu'il va falloir imaginer des systèmes, faire des expériences bien dominées, où on combine donc le DAO avec la réalité. Bon, c'est lié bien sûr au smart contract, mais il faut des smart contracts que l'on peut modifier, mais pas trop facilement. Donc, comme un peu comme la constitution d'un pays ne se modifie pas trop facilement. Et donc, on a, je crois, ça c'est quelque chose dans lequel on va aller de façon quasiment inexorable. Et de nouveau, il faudra que les bons acteurs, vous, interviennent au bon moment et au bon endroit et avec une très bonne résistance. Voilà, ça c'est principalement ça que je voulais dire. Et Euh, Jean-Jacques, est-ce que, je suis oui, désolé, oui, je vous oui, coupe, vas-y, vas-y, vas-y. qu'est-ce que vous pensez de l'argent, justement, et de l'évolution de l'argent? Et donc là, je parle bien du moyen qu'on a de faire circuler la valeur. Mais il n'y a Euh, rien, y a rien à faire. Euh, pour, quoi qu'on pense de l'argent en soi, on a besoin de moyens d'échange et on a besoin de stockage, d'argent. L'argent que j'ai maintenant, je dois pouvoir l'utiliser dans un an, dans 10 ans éventuellement, avec un intermédiaire ou pas, etc. Alors, donc l'argent en soi, quelle que soit la façon dont il est implémenté, est une nécessité, et ça, je crois qu'il n'y a personne qui le nie. Alors, bon, maintenant, on peut imaginer plein de systèmes comme Bitcoin. À titre personnel, je ne crois pas qu'on arrivera à un système comme Bitcoin pour gérer tous les échanges. Il y a plein de raisons à ça. J'ai pas dit que j'étais contre, hein, j'ai dit simplement que ce n'est pas possible. Le système actuel bancaire ou des cartes de crédit n'est pas du tout idéal, loin de là. Le fait de pouvoir fabriquer de l'argent, donc de faire tourner la planche à billets, d'avoir une dette colossale, ce n'est pas non plus très bien. Donc, il y a pas mal de réflexions à avoir, que faire dans le futur. Et moi, ce que je dirais, et c'est lié à ce que je viens de dire il y a quelques minutes,
donc de DAO, il y a une réflexion à avoir. Quelle est l'étape suivante pour Bitcoin? Ça ne veut pas dire nécessairement améliorer les algorithmes ou la vitesse ou le stockage, que sais-je, mais voir comment on peut incorporer plus de la communication dans la société. Et quand je dis communication, j'y inclus l'argent dans ce cadre-là. Et donc aussi promouvoir des expériences à grande échelle. Alors, je ne parle pas du tout des tentatives de faire un euro numérique, etc. Là, on a pas mal surveillé ce qu'ils imaginent. Et bon, le fait que ce soit, par exemple, dans beaucoup de cas dans d'autres pays, centralisé, permettrait de tracer tous les échanges que font les gens, etc. Et moi, mon terme pour ça, si on fait ça, c'est presque une dictature en kit. Ok, super. Discussion très intéressant. J'aimerais maintenant qu'on discute smart contract, Oui, Jean-Jacques. On a parlé monnaie, évidemment, on a parlé cryptographie. Ma question, c'est qu'en tant que pionnier de la cryptographie, quelle vision tu as des smart contracts qui sont au cœur des applications décentralisées? Et puis surtout, est-ce que tu peux nous expliquer comment justement la cryptographie intervient dans justement la sécurisation de ces smart contracts et comment tu les as vus évoluer depuis 2014 à peu près, je crois? Ou peut-être que toi, tu as connu les prémices des smart contracts avant les smart contracts de Ethereum. Voilà, raconte-nous un petit peu tout ça. oui, pour être tout à fait honnête, j'ai moins été mêlé à ça. En tout cas, dans le sens qu'on entend aujourd'hui. Alors bon, par contre, j'ai utilisé des smart contracts dès le début. Enfin, ça veut dire après 2014 quand même, mais avant, sur le plan du principe. Bon, le problème, c'est que, là, je parle de nouveau de sécurité, c'est que euh, c'est pas évident du tout à faire. Il faut prendre plein de précautions. Euh, et, et au début, on a bien vu plein de cas qui ont déraillé, plein de smart contracts qui n'étaient pas corrects. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'on prend des modèles qu'on croit bien assurés, bien corrects, et on les modifie un petit peu pour le cas qu'on a besoin. Mais cela étant, si on emploie un langage qui est trop pauvre, eh ben, on ne sait pas tout faire. Et si on emploie un langage complet, eh ben, en gros, il peut arriver que dans le langage, on puisse écrire des virus indétectables, pour dire ça en quelques mots, ou des sales bestioles comme ça. Et donc, on a des problèmes. Alors bon, la cryptographie, qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? Elle peut garantir le fonctionnement, elle peut garantir l'origine par les signatures, elle peut éventuellement garantir euh, comment, la sécurisation totale. Ça veut dire qu'éventuellement on ne sait même pas modifier les calculs qui sont faits, on ne sait même pas voir lesquels ils sont faits. Donc pour moi, une orientation à bien comprendre et à bien étudier, et je vais expliquer tout de suite pour ceux qui ne connaissent pas bien ou qui ne connaissent pas du tout. Pour moi, la bonne idée, c'est de pouvoir utiliser le chiffrement homomorphique dans ce cadre-là. Alors, c'est quoi mais c'est pas si simple que ça parce que qui détient les clés, qui engendre les clés, ben, c'est pas facile à résoudre dans ce contexte-là.
Donc, en fait, ça consiste en quoi? Ben, ça veut dire que vous employez l'ordinateur de quelqu'un d'autre et vous exécutez un programme. Ce programme est chiffré, mais il est chiffré, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le lire, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas voir ce qu'il fait, mais il exécute correctement ce qu'on lui demande et ça peut se faire sur n'importe quel ordinateur qui comprend le langage dans lequel ça a été écrit. C'est pas donc ça veut dire que vous simulez en quelque sorte une enceinte physique inviolable. Donc ça, c'est le rêve pour être employé dans le cloud. C'est le rêve pour être employé dans pas mal de contextes où le stockage se fait chez quelqu'un qui n'est pas ou une société qui n'est pas nécessairement totalement de confiance. Et bon, alors le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que on n'est pas capable, mais on y arrive peu à peu, de réaliser de tels programmes à un niveau de complexité suffisant pour que ce soit utile, avec l'efficacité qu'on aimerait bien avoir, la vitesse qu'on aimerait bien avoir. Les problèmes qu'il y a, en gros, c'est que les programmes sont très gros, les données sont multipliées. Il est fréquent qu'on on a un facteur 60 d'expansion et même plus, pour donner un exemple. Et donc, on a des contraintes de vitesse, de stockage, etc., qui ne sont pas encore compatibles avec la vitesse des ordinateurs classiques. Bon, voilà, c'est dans cette direction-là que je vois les choses pour les smart Ok. contracts. D'où Voilà. l'intérêt aujourd'hui, hein, justement, pour la déstructuration en fait des différents layers, avec une partie qui va s'occuper de l'exécution, une partie qui va s'occuper de rendre la data disponible, une partie qui va s'occuper de tout ça, justement pour compenser ce dont tu parles, la lourdeur en fait des informations et le manque de scalabilité en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, j'ai pas voulu employer ce mot-là, mais c'est exactement Ah, ça. ici, on l'utilise régulièrement, hein, donc pour le coup, on a fait souvent des tours de table là-dessus. Et effectivement, c'est le gros enjeu aujourd'hui des différentes blockchains, bah, c'est d'arriver à être scalable pour atteindre une adoption critique, quoi. Donc, ouais. Alors, puisque je vois pas d'autres mains levées, moi je continue, hein, les gars. Faut pas Il y a Foudre. hésiter. Ah, je voyais pas ta main, Foudre. Alors, Foudre, vas-y. Et après, moi, j'aurai encore quelques questions. Dis-moi juste, Jean-Jacques, pour être sûr, jusqu'à quelle heure on a à peu près? J'étais en train de regarder justement l'heure, mais on peut encore, 13 encore 20 heures? minutes, disons. Allez, on dit jusqu'à 13 heures et il y aura encore allez, 2-3 questions maximum. Vas-y, Foudre. Ouais, bah, je voulais faire directement le parallèle parce que vous en parliez, bah, Jérém et Jean-Jacques juste avant. Justement, donc juste pour recontextualiser pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la cryptographie homomorphique, en fait, c'est une cryptographie qui vous permet de faire les calculs directement sur les données chiffrées sans pour autant changer le résultat. Donc, par exemple, si vous chiffrez 1, vous faites 1 plus 1, la donnée chiffrée, en fait, si vous la traduisez, sera égale à 2. De façon très schématique, c'est à peu près ça le concept. Et c'est très intéressant parce que vous parlez justement de la scalabilité et que c'est une cryptographie qui est très lourde aujourd'hui et qui pourrait pas être fait sur l'ordinateur décentralisé qu'on a aujourd'hui, par exemple avec Ethereum ou d'autres blockchains. Et ça fait intervenir en fait aujourd'hui ce qu'on appelle les zero knowledge proof qui permettent de réaliser les calculs en dehors de la chaîne, donc sur un ordinateur normal, de générer une preuve à divulgation nulle et ensuite vérifier cette preuve, par exemple, sur la blockchain qui, elle, demande beaucoup moins de puissance de calcul. Et je voulais parler d'une chose, c'est que aujourd'hui, en tout cas sur notre écosystème à nous, il y a ce qu'on appelle une narrative qui est en train d'émerger, qu'on appelle en fait la machine de vérité. Le but, ça serait de réaliser en fait des preuves mathématiques formelles et ensuite de les compresser à l'aide de zero knowledge proof pour justement les vérifier sur la blockchain. Et grâce à ça, on pourrait s'abstraire en fait
des différents langages de programmation, des différentes virtual machines qui seraient permises en fait par justement cette traduction mathématique en fait des problèmes directement. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance d'une telle machine de vérité en fait qui pourrait permettre Oui. de vérifier la correctness, comment dire en français, le fait que l'exécution soit correcte Oui, et de le prouver en la fait, correction, oui. oui, et en fait de le prouver justement sur une blockchain, mais de le faire en dehors avec des très grosses machines, quoi. Oui, mais ça, moi, d'abord une première remarque, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Zero Knowledge, alors que j'en suis un grand partisan et un des créateurs, mais oui, bon, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié, donc c'est pas si vous savez, mais j'ai, avec Louis Guillou, en 1988, on a créé un algorithme qui s'appelle de nos initiales, donc GQ, le protocole Zero Knowledge GQ, qui a eu son succès. Il a été utilisé par Novell, par exemple, et encore maintenant, et qui est une généralisation, en fait, d'une version des protocoles de Fiat-Shamir. Bon, donc c'est un algorithme que je suis toujours demandé dans quel contexte on pouvait les utiliser. On a beaucoup poussé au départ le fait que on pouvait ainsi prouver qu'on connaissait un secret sans le donner, donc un mot de passe sans le donner, et c'était beaucoup plus sûr. Et malgré que maintenant ça existe, bon, le concept même date d'un peu avant, Mikali et les autres. Et ben après 35 ans ou un peu plus, on n'est pas réussi donc à ce que ce soit assez généralisé. Et heureuse chose, l'usage se propage un peu, beaucoup, dans l'utilisation de certaines crypto-monnaies et, comme vous venez de le dire, dans l'utilisation de preuves, de programmes que l'on peut externaliser et compresser. Alors bon, il y a des progrès qui ont été faits récemment, pas nécessairement dans les smart contracts, mais je parle en informatique. On est aujourd'hui à peu près capable de dérouler un programme et de donner en parallèle et en même temps donc sa preuve de correctness, de correction. Et donc l'avantage de ce genre de choses, c'est que la preuve, construire la preuve peut prendre beaucoup de temps. Donc, de nouveau, un problème de scalabilité éventuellement et de temps d'exécution. Mais par contre, vérifier la preuve est assez rapide. C'est souvent l'avantage. C'est comme la signature numérique. Ça prend beaucoup de temps engendré par rapport, dans beaucoup de cas, au fait de pouvoir la vérifier. Donc, je crois vraiment que avec ou sans usage de blockchain, c'était une idée extrêmement intéressante et que pour les futurs développements de programmes comment open source et surtout les logiciels libres évidemment, ce serait quelque chose de vraiment un plus et quelque chose de très, très important. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Parfaitement, merci. Merci. Et donc sur la machine de vérité, peut-être un petit focus là-dessus, parce qu'on a parlé ZK, ZK Knowledge. Est-ce que peut-être sur la machine de vérité, tu veux peut-être préciser? Moi, j'ai pas eu de réponse sur ça. Alors oui, je peux préciser parce que là on a parlé des zero Bah, c'est knowledge ça. proof, mais du coup cette idée de la machine de vérité, c'est avant de faire ces zero knowledge proof, c'est en fait de faire des preuves mathématiques formelles. Donc prendre l'exécution d'un smart contract par exemple qui peut être écrit dans n'importe quel type de langage, faire sa preuve formelle mathématique et ensuite vérifier cette preuve. Et en fait ça pourrait permettre à une seule blockchain qui est écrite dans un langage particulier, bah de par exemple de vérifier quelque chose qui est
qui est écrit dans je sais pas en C++, qui est écrit en Keras, qui est écrit en n'importe quel langage, et vraiment d'avoir une seule machine en fait qui permet quasiment de tout vérifier, comme une sorte de machine de vérification universelle en fait. Oui, c'est ça. Ok. Donc du coup la question c'était est-ce que quelle importance pour cette machine, et après Jean-Jacques l'a aussi un peu répondu avec les Zero Knowledge Proof parce que ça se rejoint quoi. Ok. Très bien, alors tant mieux. Moi, j'ai trois petites questions, Jean-Jacques. Est-ce que tu m'entends toujours? Oui, oui. Allez, super. Trois petites questions. On essaye de répondre vite, mais avec complétude. En tout cas, la question sera très courte. Proof of work ou proof of stake, Jean-Jacques? Attends, mais, excuse-moi, il y a eu un parasite Non, je t'en au prie. début. Je disais, ma question, c'est proof of work ou proof of stake? Ah, Prends ton temps. je passe. Non, et quand même, apporte-moi quelques éléments de réponse si tu peux. Réfléchis. Alors, en attendant, pendant que tu réfléchis, autre question. Les NFT, le principe d'avoir un token non fongible et toutes les applications associées. Est-ce que pareil, cette idée-là, elle est née vraiment sur Bitcoin en 2013-2014 avec les Colored Coin, ou est-ce que toi, c'est quelque chose déjà sur lequel tu avais travaillé, que vous aviez déjà pensé à l'époque avec tes comparses? Et deuxième partie de question, comme à chaque fois, hein, qu'est-ce que tu penses de ces applications et de ce que ça peut apporter à l'écosystème? Oui, non, oui, c'est une très bonne question sur les NFT. J'ai déjà beaucoup réfléchi au fait, est-ce qu'on connaissait ça avant avec d'autres noms, parce que c'est souvent le cas, bien sûr. Et de mon point de vue, la réponse est oui, mais. Il faut bien penser que un exemple simple, euh, un billet électronique pour aller à un concert, ça a beaucoup de caractéristiques d'un NFT. En principe, il doit être unique. Il est copiable comme on veut, bien sûr, mais finalement, il doit se résoudre à une seule instance numérique, alors qu'il peut y avoir plusieurs instances physiques. C'est pas tellement loin d'un NFT. Et d'ailleurs, quand on regarde maintenant comment ça se passe, on parle bien de temps en temps de NFT pour les billets de concert. Oh, ça, ce que je viens de dire là, ça existait déjà bien avant, même si c'était pas beaucoup utilisé. J'ai aussi assisté à des émergences, je dirais, lors de certaines réunions où on parlait de Bitcoin, de blockchain, etc., et où on associait ça à l'art, sans que ce soit aussi clair hein, que les concepts d'aujourd'hui. Donc, oui, mais je ne sais pas dire beaucoup plus. Hein, ce que je dis là. Non, mais c'est C'est intéressant. Et c'est vrai qu'on c'est plus. utilise l'analogie avec le billet de concert très souvent pour expliquer notamment à quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi un NFT. On lui Exactement. explique la différence entre une pièce de 2 euros qui, elle, est fongible avec un billet de concert ou un ticket de train ou un billet d'avion, peu importe, qui, lui, ne l'est pas. OK. Proof of stake ou proof of work? Ah, allez, plus tard. D'accord. Alors, autre question, aussi sensible. C'est qui Satoshi Nakamoto? Eh bien, je n'en sais rien. Enfin bon, j'ai déjà raconté, mais peut-être pas Pas ici. Enfin, ici, dans le non. cas. Alors, c'est pour ça Alors, qu'on... alors, je raconte un peu, Allez, un peu. vas-y, prends ton Bon, temps. Ah, Jean-Jacques, on t'entend plus. Non, mais là, c'est trop, par Oh non, contre. le cliffhanger! Non! Là, c'est pas possible. Alors, en fait, on vient de se faire couper par la Non, non, mais NSA, les gars. attends, Je suis c'est un désolé. truc de ouf. C'est une coïncidence qui est juste énorme. Il y a quelqu'un qui a coupé le câble dehors de la fibre chez Jean-Jacques, en fait.
Ah, c'est exceptionnel. Ça, Exceptionnel. c'est ouf. De qualité, hein. Franchement, ça me ramène à l'université, ces discussions, les polynômes, tout ça. Mais j'espère que les gens peuvent comprendre et apprendre de tout ce concept-là, parce que c'est la base de tout, hein. C'est incroyable. Non, mais je crois que là, on s'en tape d'apprendre quoi que ce soit. Là, on allait peut-être avoir la réponse sur qui est Satoshi, ou en tout cas quelques éléments de réponse. Et là, X vient de nous couper l'herbe sous le pied. Attends, bon, j'essaie d'avoir une réponse de Jean-Jacques en parallèle, parce que nul doute que c'est un problème technique de son côté, mais c'est vrai que ça tombe genre au pire moment, quoi. Alors, Jean-Jacques, je vais le supprimer des intervenants. Peut-être qu'il va se rendre compte par cela qu'il n'est plus. Parce que là, il est en train de parler certainement, tu vois. Euh, donc voilà. Bon, sinon, à part ça, c'était cool, non? Bah, sinon, du coup, moi, c'est ce que je disais dans le groupe privé GMMVX, grâce à Foudre, on a eu une réponse claire de Jean-Jacques qui a dit de manière cryptée, parce que oui, il a son propre langage, je suis hypraboule sur le GLD. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris. Il a d'ailleurs, je crois, passé quelques ordres. Non, mais c'est vrai que Il est c'est déjà en intéressant. leverage sur HPerp, le mec. Il est en Et avance. je crois qu'il vient d'acheter tous les NFT lui permettant d'avoir un paladin. Mais ça, rumeur. C'est marrant sa réaction sur Proof of Ouais, Work ou Proof of ouais. Bah, Stake. soit parce qu'il se dit qu'il aura pas le temps de la développer. Non, je pense que c'est parce qu'il a dit au tout début, je crois, il a dit à votre, je vous laisse une idée ou entre guillemets, la question ne fait même pas sens. Pourquoi le proof of stake est moins bon que le proof of Ah, work? j'ai pas entendu En ça, mode, moi, mais ok. il a dit juste à votre avis ou quelque chose comme ça. Je sais Ah plus exactement ouais? comment il Ah, l'a moi, j'ai pas tourné. entendu ça. Et je pense, si tu veux, alors je n'oserais pas parler à la place de Jean-Jacques, si tu veux, mais je pense il sera certainement partisan de l'idée que le proof of stake met trop de pouvoir à ceux qui ont déjà en main la monnaie et ne fait que augmenter, en fait, si tu veux, leur part de la supply par rapport à ceux qui ne stake pas. Et en soi, ça peut être un problème de centralisation, en fait, du pouvoir monétaire. C'est en général le gros comment dire, Bah, c'est l'argument des argument maximalistes, ouais, contre bien sûr. voilà. Mhm. Donc peut-être qu'il est partisan de cette idée-là aussi. Oui, je pense qu'un OG comme lui, qui a vu naître Bitcoin et ses itérations précédentes, effectivement, ça m'étonnerait qu'il soit un partisan du proof of stake, qui a une finalité qui est quand même assez différente, une philosophie qui est un peu différente. Mais c'est vrai que j'aurais adoré quand même qu'il nous réponde. Mais est-ce que sa non-réponse n'est pas une réponse? Certains en commentaire, effectivement, le pensent aussi comme toi, Foudre. Bien. Alors écoutez les copains, là, je ne sais pas quoi faire, parce que je n'ai pas de réponse de Jean-Jacques. Sans doute n'a-t-il plus de batterie. Va-t-il remonter sur la ligne ou pas? Je ne le sais pas. Mais nous ne pouvons pas attendre comme ça plus longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers la fin de ce space. Et puis, bah, de la même manière, je vais... Ouais, je sais, moi aussi, je pleure. Mais je vais... Non, on attend jusqu'à 13h, mec. C'est pas possible. On peut pas rester sur ce cliffhanger là comme ça. Tu vas pas le faire revenir une troisième Et fois. pourquoi Mais pas? si, mais si, Il mais si, mais adore. tout à fait. Il adore venir. Mais si, justement, parce que s'il revient une troisième fois, il va pas venir juste pour 5 minutes. Donc, on pourra lui reposer plein de questions. Ouais, non, Il mais aura eu le temps de réfléchir sur sa réponse. Et surtout sur le proof of work et proof of stake, parce que j'ai quand même envie d'avoir une réponse. Moi, j'aime pas quand on n'a pas de réponse. Donc, non, et puis de toute façon, non, je veux pas meubler pendant 6 minutes, ça n'a pas de sens, et j'ai pas envie de lancer un nouveau sujet qui va durer 6 minutes et qui donc n'aura aucun intérêt. Donc, non, on va se diriger vers la fin de ce space, c'est pas très grave. Et en revanche, évidemment, comptez sur moi pour faire revenir Jean-Jacques pour nous parler de plein d'autres sujets, et notamment de Satoshi Nakamoto. Je vais tous vous remercier pour avoir été là ce matin pour ce GMMVX assez particulier du fait de la qualité des intervenants, même si on a toujours des intervenants de qualité, mais là j'avoue qu'il y avait quand même un certain niveau. Je vous invite toutes et toutes évidemment à l'issue de ce space de le partager sur X et sur vos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également retrouver les replays sur l'intégralité des plateformes de podcast, même Deezer, mais également sur notre chaîne YouTube. Donc pour certains, ça peut être plus simple. Et puis, je vous donne rendez-vous l'aspect. Oui, vas-y Arnaud. Ouais, moi j'aimerais qu'on se lance ce défi là, tous ceux qui sont là et qui ont écouté ce space, de faire en sorte que ce space soit le plus écouté de l'histoire de GMMVX. Et ça va être chaud parce qu'il y en a certains, on a eu des invités qui étaient vachement bankable.
Mais ça Compliqué, serait hein. ouf qu'on se dise tous, allez, on en fait un pataquès, genre fouf, Ça mériterait, hein, ultra putaclic. ça mériterait, mais c'est vrai que pour le coup, difficile de faire plus que Darkemy. Euh, On fait tous un titre extrêmement On putaclic. a découvert Jean-Jacques allait nous dire Voilà, qui est exactement, Satoshi. exactement. Il se fait couper en direct par la NSA. Tu sais, genre. Non, mais après, voilà, c'est vrai que bon, pour le coup, là, c'est vrai que, mais ça, je pense que c'est comme pour n'importe quel créateur de contenu, mais quel qu'il soit. Dans le sens où, même moi, je me rends compte que parfois, je fais un tweet sur le cours du Bitcoin, de l'EGLD ou du Bitcoin, un tweet qui n'a absolument rien d'original, qui a déjà été fait par 1000 autres avant et qui va être fait 1000 autres après. Et parfois, j'ai plus d'impression que sur une analyse poussée de quelque chose. Dans GMMVX, c'est pareil. Parfois, les audiences ne reflètent pas la qualité intrinsèque des échanges, mais c'est le jeu. Et donc, pour le coup, ben, on se prête au jeu et que l'on soit 200, 500 ou 1000 à écouter cette interview, vous savez, ce qui est sur la toile reste sur la toile. Et il n'est pas impossible que ce numéro-là, par exemple, eh bien, je sais pas moi, dans un an, ressorte et prenne une ampleur importante. Donc, parfois, ça peut être décalé aussi le succès d'un contenu digital. Voilà. Alors après, évidemment, je ne vais pas vous empêcher de pusher ce space pour qu'il soit écouté. Nous, ce qu'on va faire dans tous les cas, Kevin, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, tu vois, mon Kevin, parce que je sais que là, si je te le demande en live, tu peux pas me le refuser. Alors que si je te demande en privé, tu vas me dire, ouais, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux, à titre tout à fait exceptionnel, découper l'interview de Pierre Persson et découper l'interview de Jean-Jacques Kiscater, qui sont, selon moi, deux masterclass? Bah oui, évidemment. Mais même si tu me demandes, je t'ai dit, si tu me dis, même en privé, tu peux le dire. Il y a Non, pas de mais je souci. sais que c'est un petit peu chiant, mais là, pour le coup, je pense que ça s'impose. Non, mais t'as compris pourquoi je le pose en public, parce que je veux que tu me dises oui et que j'ai envie de te mettre mal à l'aise et tout. Mais non, Et non. tu Bah découpes la alors, non, dernière non, phrase de je vais te laisser le Jean-Jacques. faire pour le coup. Non, mais en plus, c'est que j'ai essayé d'utiliser, mais en vrai, j'ai rien compris. Et j'ai rien compris. Et en plus de ça, franchement, j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà. Merci, mon Kevin. On va isoler les deux Ce interviews. On sera va fait les. dans T'es l'après-midi. un amour. Et on va les publier indépendamment. Et comme ça, bah voilà, chacun pourra aller écouter l'interview qui lui plaît. Évidemment, le GMMVX en entier sera également publié parce que certains, ils veulent le format long avec, avec voilà, notamment ce qu'on a fait en début de Space avec le récapitulatif de l'AMA qu'on a fait avec Robert Sassus sur les Sovereign Shards. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Foudre, t'as kiffé? Ah ouais, c'était génial, Bon, c'était eh génial. ben, super. Et puis, on accueille dans GM MVX Club Privé Dance de Caliléo, nouvel arrivant. On est 49, les gars. Donc là, il nous reste une place pour arriver à 50. Donc, si l'un d'entre vous ici, eh bien, je fais un truc, je m'en fous, putaclic, bas les couilles. Celui qui s'inscrit le prochain, c'est moins 50% pour lui. Ouais, on est sur le marché, je suis un camelot, il y a quoi? Moins 50% pour le 50e. Donc, au lieu de 50 euros à l'année, c'est 25 euros. Voilà, si vous voulez des infos, vous venez me DM. Et voilà, je ne vais pas faire la pub du club parce que je pense que le club se fait On sa dirait la pub foire de lui-même. Ah non, Marseille, mais je quoi. te Genre. jure, j'assume complet. Ah, Foire au on s'achète boudin. des robinets, tu sais, Ouais. des économiseurs de robinets pour 5 achetés. Putain, C'est exactement. Non, mais en vrai, le chiffre de 50, il est sympatoche, tu vois, et je me dis, c'est vrai. ça peut être cool. Donc voilà, moins 50%, l'offre, elle est valable qu'aujourd'hui, et après, on repasse à l'offre normale. Mais je pense que 50, ça peut être cool de le faire avant la fin de la semaine. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous, un bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour 3 nouveaux numéros de GMMVX. Attends, je regarde les invités. Est-ce que je vous en donne quelques-uns ou pas? Ou est-ce que je vous mets en complet suspense? Alors, bougez pas. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ok. Bon, ça, bah, en fait, c'est que des. Ouais, ça va être chambé. Ah, mais vous savez que c'est Clash de Blockchain vendredi prochain. Ah oui, Ouais, c'est vrai, vendredi c'est vrai. prochain, Clash de Blockchain. Je l'ai déjà annoncé, donc Eh, je vous le Foudre, dis. tu te chauffes, mon frère. Ah, mais ça va être. Ah bah, comme la dernière fois, on est à Ouais, fond. donc ça va être chambé. Quoi d'autre que je peux vous dire que j'ai déjà dit? Abdel de Starknet qui vient mardi nous raconter ETH Denver. Donc ça, et évidemment les discussions avec MVX, tout ça, vous connaissez. Mais je crois que le plus gros numéro, sans faire offense aux autres évidemment, ça va être celui de mercredi qu'on va faire avec Arnaud et Joachim. Parce que là, au niveau invité, je crois qu'on a rarement fait aussi huge sur MVX, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Ah, je suis complètement d'accord, surtout que je ne sais pas de qui tu Mais parles. si, il y a tous les mecs de la DeFi. Ah si!
mais oui, non, huge les gars, massive. Ouais. Vas-y, lâche dans le groupe privé, là, je veux Ouais, je vous savoir. je vous fais dans le groupe privé tous les invités de la semaine prochaine. Mais franchement, c'est ouf. Même moi, je ne sais pas comment on y arrive, mais on le fait et on le fait toujours avec autant de plaisir. Je vous souhaite à toutes et toutes un beau week-end. Et puis on se dit rendez-vous mardi prochain à 10h pour un prochain GMMVX. À bientôt. Salut à tous et merci.